Je parle de la société du suicide parce que j'estime que le suicide individuel peut prendre au moins trois formes. Le suicide proprement dit, le suicide psychique et le suicide larvé de la toxicomanie. Comme le précise la quatrième de couverture, un esprit c'est une vision du vrai, du bien et du mal. Or l'esprit qui gouverne la dite société du suicide, ou la doxa, la société du suicide si vous préférez, pose problème. Je m'attaque sous plusieurs angles dans L'homme tue et la femme rend fou à cet esprit, à cette doxa, et je vais vous en donner un exemple. La parité est de nos jours une revendication dogmatique. Or, comme d'autres aspects fondamentaux de la doxa occidentale, elle repose sur l'idée que l'homme et la femme ont des cerveaux identiques, interchangeables. La tête est identique donc, mais pas le corps. La femme dispose d'un corps doux, pacifique et esthétiquement supérieur. On l'appelle le beau sexe. Et quand Dieu, dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel plus précisément, annonce au prophète la mort prochaine de son épouse, il lui dit « Je vais t'enlever subitement la joie de tes yeux ». L'homme par contre dispose d'un corps brutal, destructeur. Même tête, mais dans un cas corps gentil et dans l'autre corps méchant. Voilà pourquoi la parité s'arrête aux portes du pénitencier. Les prisons françaises comptaient 96,6% d'hommes au 1er janvier 2015. D'un point de vue moral, l'homme est donc, selon la doxa occidentale, un être inférieur doublé d'un oppresseur, machiste, phallocrate. Le racialisme du Troisième Reich est donc transposé au sexe avec une nuance qui permet de n'y voir que du feu. C'est l'être supérieur, la femme, qui est opprimée. Or, la seule hypothèse, me semble-t-il, qui rétablisse véritablement l'égalité, à savoir l'idée que l'homme et la femme sont potentiellement tout aussi mauvais l'un que l'autre, est la suivante. La femme dispose d'une boussole morale physique dont ne dispose pas l'homme. L'homme dispose d'une boussole morale psychique dont ne dispose pas la femme. La destructivité masculine est physique, la destructivité féminine est psychique. En bref, l'homme tue et la femme rend fou. Et notre société génère un holocauste psychique dont nous avons survolé les chiffres il y a quelques instants, parce qu'elle sacralise la femme dans l'ignorance, l'incompréhension ou le déni de son versant obscur. Vous savez ce qui m'amuse ? C'est qu'on se scandalise de ce propos, alors que personne ne se scandalise du fait que Hillary Clinton ait comparé Poutine à Hitler. Non mais c'est quand même extra. On voit bien où est le sacré aujourd'hui. C'est-à-dire la femme est devenue le sacré de la société. Et on n'a pas le droit de se moquer, de toucher. C'est très révélateur sur l'époque. L'homme tue et la femme rend fou explicite la structuration de notre basculement dans une pathologie collective féminine au cours du XXe siècle. Dans un premier temps, la métamorphose de la guerre en une horrifique compétition technologique ridiculisant la bravoure ôte son socle millénaire, la figure héroïque du soldat, à l'autorité masculine. Dans un deuxième temps, la télévision, qui rend boulimiquement visuel, achève cette évolution en opérant un coup d'état de la beauté sur la force et le courage physique comme cime de l'animalité humaine. Forte de sa supériorité esthétique, la femme se libère de la boussole morale psychique masculine pour devenir l'épouse soumise, le harem et la Gestapo de Mammon, l'esprit démoniaque des serviteurs de l'argent. Aucun de vous ne peut servir de maître, parce que l'un lui sera odieux s'il choisit d'aimer l'autre. Comment s'attachera-t-il à l'un sans déprécier l'autre? Vous ne pouvez servir aussi Dieu et l'argent. La femme instaure une société où les prérogatives de l'argent s'étendent jusqu'à la destruction de la famille saine, stable et civilisatrice, autrement dit jusqu'à la destruction de la santé mentale via ce que j'appelle la partouze totale. C'est la société libérale libertaire dénoncée par le philosophe marxiste Michel Clouscar. Le psaume 84 nous dit qu'avec Dieu, amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Or, l'hypothèse que j'imbrique dans la précédente, celle des boussoles morales, est que ce psaume exalte l'alliance du masculin et du féminin,
La vocation plus spécifiquement féminine est d'instaurer la paix et l'amour, alors que la vocation plus spécifiquement masculine est de faire régner la justice et la vérité. Nous nous retrouvons donc dans une configuration purement féminine où la paix et l'amour, le fameux peace and love des années 70, s'imaginent pouvoir faire l'économie de leur socle masculin, à savoir la vérité et la justice. On peut ainsi opérer un parallèle entre l'épisode évangélique de la mort de Jean le Baptiste et les bouleversements suscités par la télévision. En effet, c'était lui, Hérode, qui avait envoyé arrêter Jean et l'enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe son frère, qu'il avait épousée. Car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Quant à Hérodiade, elle était acharnée contre lui et voulait le tuer, mais elle ne le pouvait pas parce que Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était fort perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Or vint un jour propice, quand Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, fit un banquet pour les grands de sa cour, les officiers et les principaux personnages de la Galilée. La fille de la dite Hérodiade entra et dansa, et elle plut à Hérode et aux convives. Alors le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Et il lui fit un serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai jusqu'à la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ? La tête de Jean le Baptiste, dit celle-ci. » Rentrant aussitôt en hâte auprès du roi, elle lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut très contristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui manquer de parole. Et aussitôt le roi envoya un garde en lui ordonnant d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison, puis il apporta sa tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. La fête des grands du royaume, dont la fille d'Hérodiade, Salomé, est l'épicentre, c'est la télévision qui envahit les foyers au cours des années 60. Cette situation et cette hypnose, évidemment sexuelle, de Salomé permet à Hérodiade d'imposer sa volonté à Hérode. C'est la seconde vague féministe des années 70. La voie de la sagesse en matière de morale sexuelle est donc allègrement décapitée. En passant du nazisme au festivisme, pour reprendre le terme inventé par Philippe Meuret, nous avons donc troqué des assassins pour des suicideuses via une morale sexuelle aberrante et le déluge de traumatisme qu'elle occasionne directement ou indirectement. Le culte de l'excitation sexuelle et sa frénétisation protéiforme continuelle engendre un marécage d'horreur au premier rang desquels se pavane l'inceste. Mais indépendamment des traumatismes liés aux pratiques sexuelles elles-mêmes, il faut comprendre ceci. Qui dit liberté sexuelle dit violente arène de la séduction, guerre de tous contre tous, et qui dit violente arène de la séduction et guerre de tous contre tous, dit valorisation exclusive et cruelle de l'unique valeur mondaine. Alors que la vraie valeur d'un individu est sa valeur morale, qu'il peut progresser dans ce domaine à tout âge et en toutes circonstances, et que la qualité du fameux vivre ensemble repose sur la valeur morale, bonté, générosité, patience, loyauté, sincérité, honnêteté, etc., des individus, un être humain n'a qu'une prise relative, voire aucune prise, sur sa valeur mondaine, jeunesse, beauté, santé, richesse, humour, statut social, etc., et toute la bonne volonté du monde ne prémunit pas d'être broyée par le mépris, là où la valeur mondaine est seule en lice. Que la femme soit la gloire de l'homme, comme le dit le Nouveau Testament, en fait négativement une redoutable pourvoyeuse de mépris. On oublie souvent cet aspect de la passion du Christ, alors qu'il le souligne lui-même dans un des évangiles, en disant « Et comment est-il écrit que le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir et être méprisé ?» Or, lorsqu'il s'infiltre dans les rapports intrafamiliaux eux-mêmes, via les sièges éjectables et les vilainies en tout genre, abandon, trahison, hypocrisie, déloyauté, de la partouze totale féministe, le mépris rend fou. Le nazisme était la société du meurtre, le festivisme est la société du suicide, via pléthore de traumatismes et le napalm d'un mépris d'une iniquité absolue. Quand le festivisme parle d'amour, on est plutôt dans le double bind, dans l'injonction contradictoire pathogène étudiée par l'anthropologue
psychologue et épistémologue anglo-américain Gregory Bateson dans Vers une théorie de la schizophrénie. Vous verrez en me lisant que j'applique avec succès cette grille de lecture à de nombreux aspects et phénomènes majeurs de notre époque, vedettariat, sadomasochisme, art contemporain, séries télé, terrorisme, etc., et que je me penche sur la prolifération d'un homme nouveau, d'une mascotte notoire de la gente féminine, qui individuellement traumatise et collectivement se charge, dans la culture, les médias et la politique, de saboter machiavéliquement la survie du corps social, le psychopathe. Je termine L'homme tue et la femme rend fou en expliquant comment la société du suicide a piégé l'Église catholique elle-même. L'esprit de la société du suicide a pris le pouvoir en un mois, à la faveur de l'événement non surnaturel le plus marquant de l'histoire de l'humanité, le 21 juillet 1969, on a marché sur la Lune. On sait que le christianisme s'enracine dans un événement qui s'étale sur 3 jours, la crucifixion et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, le festivisme s'enracine dans un événement qui s'étale lui aussi sur 3 jours, et qui est survenu moins d'1 mois après le succès d'Apollo 11, à savoir Woodstock. This is the concert that most Americans remember as the ultimate countercultural event. Look what's happening at the street, got a revolution. Hey, I'm dancing down the street, got a revolution. Hey, little baby, all the people love me. To this day, the phrase Woodstock Nation evokes visions of indulgence. Le Peace and Love Woodstock a été pour l'Occident ce que le premier shoot d'héroïne offre à un futur toxicomane, une sensation formidable qu'on ne retrouve jamais et qui laisse vite place à un enfer. Le festivisme a pour père l'argent et pour mère le n'importe quoi sexuel. Le festivisme, c'est le veau d'or à Sodome et Gomorrhe. L'homme tue et la femme rend fou, comprendre l'architecture de la société du suicide et divisé en 12 textes incisifs. Ceci n'est pas une blague. La conjuration des suicideuses, le paraître et le néant, crâneur contre crâneur, les passagères du vent, frime et châtiment, mon port m'appartient, 50 nuances de rétropédalage expiatoire, les affinités électives de l'État français, House of Crade, le bal des vampires et le putsch des déserteurs. Bonne lecture.